Un immense plaisir, bienvenue donc sur ITV dans Décortica Eco qui est de retour après une interruption due aux impératifs donc, du Ramadan. Eh bien c'est tout un plaisir de retrouver justement le public de Décortica qui grossit, qui s'élargit, qui s'approfondit. C'est justement dans l'approfondissement que nous avons pensé à ce sujet qui est très intéressant pour tout le monde, même si à l'abordage il paraît très complexe. Parce qu'en vérité, nous allons nous intéresser aujourd'hui à la gestion des données, mais en même temps aussi de ces données qui touchent à la jeunesse africaine, parce que c'est un sujet aussi complexe. Nous allons le voir tout de suite avec notre invité qui est Pierre Ahmedba. Pierre, bonjour. Bonjour. Vous êtes anthropologue et vous êtes un spécialiste justement de la gestion des systèmes complexes. C'est très complexe de comprendre les choses complexes. Alors, on va dire que notre rôle, c'est de simplifier les choses pour vous permettre de les utiliser de manière très simple et de permettre aussi à ceux qui nous gouvernent, aux décideurs globalement, de pouvoir transformer l'information en outil de prise de décision, en fait, de manière très ramassée. Autrement dit, il faut disposer de l'information pour pouvoir agir et décider. Oui, effectivement, si on n'a pas d'information, on ne peut pas gouverner. Si on n'a pas d'informations, on ne peut pas, même à l'échelle d'une entreprise, on ne peut pas gérer son entreprise parce qu'il faut savoir ce qui s'y passe, il faut savoir comment les gens interagissent pour pouvoir prendre des décisions qui permettent à l'entreprise de se développer ou qui permettent à un gouvernement de pouvoir se développer. Si vous prenez par exemple le chef de l'État aujourd'hui qui veut savoir ce qui se passe à Tamba, toute la chaîne d'information est basée sur la loyauté. Par exemple, donc il va demander à son premier ministre, qui demandera au gouverneur, qui demandera au commissaire, qui demandera à l'agent sur le terrain. Et l'information va retourner en fait vers le président de la République en suivant la même chaîne. Et puis, il suffit qu'il y ait une faille sur la chaîne. En fin de compte, le ministre de l'Intérieur, qui aura en charge d'informer le président de la République, lui donnera une information sur laquelle il n'a aucune maîtrise. Et il n'a pas les moyens de vérifier cette information-là. Voilà comment, par exemple, on peut arriver à flouer un dirigeant, par exemple. Donc, autrement dit, une information, elle doit être fiable. Oui, une information doit être fiable et il y a des moyens de vérifier l'information. Même vous, à l'échelle d'un journaliste, on vous apprend la triangulation de l'information, vérifier l'information, avoir l'avis des deux parties et puis avant de pouvoir vous faire une idée. Par exemple, ça se passe au tribunal aussi. Le juge prend une décision sur la base de son intime conviction et en prenant en compte les débats contradictoires qui ont eu lieu en sa présence. Donc, vous voyez, les systèmes complexes, c'est partout, tout est complexe en réalité. Alors, pour faire simple, mais puisque c'est complexe, pour faire simple, où est-ce qu'il faut aller pour trouver la bonne information? Les informations sont partout. En fait, il ne s'agit pas d'aller trouver la bonne information parce que les informations sont générées à l'échelle d'un navire, par exemple. Si vous prenez l'exemple d'un navire de guerre, il y a énormément d'informations qui sont générées. Donc, ça va de la tour de contrôle jusqu'au mécanicien ou l'électricien en bas. Vous voyez, sans pour autant parler des décollages et atterrissages des aéronefs, tout ça. Donc, c'est énormément d'informations, le nombre de nœuds que le bateau est en train de faire, etc. Donc, il va falloir maintenant gérer toutes ces informations-là. Donc, un navire de guerre est un système complexe, autant qu'un gouvernement est un système complexe, autant que votre téléphone portable est un système complexe. Alors, parce que aussi sophistiqué qu'il soit, votre téléphone portable ne connaît que 2 chiffres. Alors, allons plus loin. Dans un marché Tilène, Sandaga ou bien peut-être Nyalitali, c'est également un système complexe où il y a du monde qui arrive, ceux pour acheter, certains pour vendre, d'autres également pour faire des transactions. Donc il y a un flux d'informations justement dans un marché. Au stade, c'est pareil. Au robinet du coin, c'est également pareil. Donc en fait, il y a un flux continu partout dans la vie de l'homme, dans la vie des hommes, dans les sociétés. C'est une complexification justement des mécanismes de l'information. Oui, mais d'autant plus que nous sommes au XXIe siècle, qui est le siècle de l'information. Donc il y a énormément de données qui sont échangées tous les jours, notamment dans les réseaux. Mais par exemple, vous avez donné l'exemple d'un marché, un exemple typique
de systèmes complexes, c'est-à-dire si aujourd'hui il y a le feu au marché Tilène, comment évacuer les personnes. Donc c'est ce qui fait partie des plans d'évacuation, par exemple, d'un immeuble, parce que c'est complexe, on ne sait pas qui est où, à quel moment, donc il va falloir mettre en place un système qui permettrait, dans les plus brefs délais, de pouvoir évacuer tout le monde. Donc ça aussi c'est... Et il y a un autre aspect également qui est très fondamental. Vous savez, les différentes zones où s'échangent des produits, et il y a également des prix qui sont pratiqués dans ces différentes zones-là. Mais celui qui veut acquérir un bien qui se trouve justement à des dizaines de kilomètres de lui, s'il n'a pas un système par lequel justement la remontée de l'information lui arrive, il ne peut pas donc opérer une décision, un choix. Oui, au Sénégal, on a eu ce problème-là pendant un bon moment. Et puis, je ne sais pas si ça existe encore, mais on avait le contrôle économique et social, ça, dont le rôle était justement d'afficher les prix et de veiller à ce que les citoyens sénégalais soient égaux. Parce que c'est très important. Il n'est pas question que moi, j'achète un kilo de riz à 250 parce que je suis à Dakar et quelqu'un au Fouta l'achète à 350 parce qu'il est au Fouta. Et le commerçant va dire non, vous savez, c'est mon transport, machin, truc, tralala. En fait, il y a une harmonisation des prix qui doit être gérée et c'est exactement la même chose qui se passe au niveau du ministère du Commerce. Normalement, je pense qu'ils doivent travailler à harmoniser les prix et puis permettre aux commerçants de s'en sortir, mais permettre aussi aux citoyens d'être égaux dans la vie de tous les jours. En quelque sorte, un citoyen, il doit être toujours être informé lui aussi. Oui, le citoyen, l'information est un droit. Le citoyen doit être informé. Donc c'est pour ça que nous avons le journal officiel, nous avons la télévision nationale, la radio nationale et nous avons la presse privée. Donc soutenir la presse privée, et je pense que c'est en tant que tel que l'État soutient la presse privée, donc le fonds d'aide à la presse, parce que l'information est un droit pour le citoyen. Donc effectivement, il y a énormément d'informations qui sont générées, mais toutes les informations ne sont pas des outils de prise de décision. Absolument. Ça aussi, il faut le dire. Donc comment maintenant gérer ces informations-là, la recherche de l'information, l'organisation de l'information, l'analyse de l'information, et puis en fin de compte maintenant transformer cette information-là en outil de prise de décision suivant les directives ou suivant les objectifs d'un gouvernant ou d'un chef d'entreprise ou même d'un général de l'armée. Alors, est-ce que c'est le cumul d'informations qui se transforme en données ou bien c'est l'inverse? Alors, non, en fait, une donnée en tant que telle n'est pas... c'est une information. Oui. Une donnée est une information, mais ce n'est pas un outil de prise de décision. Donc, on peut avoir énormément de données qui ne veulent rien dire. On peut avoir dans une foule de données, une seule donnée qui est une information capitale. Par exemple, dans le cas du terrorisme. Oui. Vous voyez. Donc, c'est un ensemble de choses qui, malheureusement, on ne peut pas entrer dans les détails sur un plateau de télévision parce que c'est des questions très sensibles parce que nous travaillons dans tout ce qui est relèvement, prévention de conflits, relèvement post-conflit, tout ce qui est stratégie de conquête et d'exercice du pouvoir politique ou alors la lutte contre le terrorisme. Vous voyez, donc c'est énormément de choses hyper sensibles. Au gré de l'évolution justement des médias et du stop des informations, les données sont devenues maintenant aujourd'hui un outil stratégique de pilotage. Oui, de gouvernance. De gouvernance. De gouvernance. Voilà, vous ne pouvez pas gouverner un peuple en ignorant ses besoins, ses aspirations. Vous ne pouvez pas gouverner un peuple en ignorant son état d'esprit parce qu'à tout moment, puisque l'individu n'est pas statique, il évolue dans un ensemble intriqué, très dynamique, dans des phénomènes intriqués qui peuvent agir sur la psychologie non seulement de l'individu, mais sur la psychologie de la masse. On peut donner comme exemple ce qui s'est passé sur l'affaire Sonko-Adji Sarr, par exemple, où on a encore du mal à savoir qu'est-ce qui réellement a motivé les dérapages qu'il y a eu. On ne le sait pas. D'aucuns disent que c'est un sentiment anti-français, d'autres disent que les Sénégalais ont faim, d'autres disent que non, ce sont les partisans d'Ousmane Sonko. Et jusqu'à présent, personne n'a su. Il n'y a pas d'analyse. En fait, on est passé dessus très rapidement et on risque d'être rattrapé par des choses comme ça parce que nous ne prenons pas le temps de nous asseoir, de nous arrêter et de dire mais écoutez, qu'est-ce qui s'est passé et d'analyser froidement la situation et sans parti pris. Mais il doit y avoir des gens dont c'est le métier.
Bien sûr. C'est pas tout le monde. C'est notre métier, par exemple. Voilà, c'est le métier de plein de gens. Hein. Oui, dans les services de renseignement, vous avez ça. Vous avez ça au niveau de l'armée. Vous avez ça au niveau de la police, de la gendarmerie, etc. Et même au sein du gouvernement, il y a des gens dont le métier est d'analyser des choses comme ça. Maintenant, est-ce que ce travail a été fait? Parce que naturellement, si ce travail a été fait aussi, il n'est pas divulgué. Parce que ça fait partie de ce qu'on pourrait appeler les secrets d'État ou les secrets défense ou les choses qui sont classées top secret. Oui, mais ça se fait. Normalement, ça se fait. Dans un État qui se respecte, ça doit se faire. Mais maintenant, vu l'enjeu que suscitent justement les données, est-ce que ça ne devient pas un produit marchand? Oui, bien sûr. Donc, des gens peuvent s'enrichir. Vous prenez votre téléphone, vous entrez dans n'importe quel site et au bout d'un moment, on vous envoie la promotion d'un billet d'avion parce que la veille, vous aviez fait une recherche sur un billet d'avion, par exemple. Vous voulez faire Dakar-Praia, par exemple, et puis le lendemain, on vous envoie Dakar-Praia. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les cookies. Et puis, quand on prélève des cookies, donc il y a énormément d'informations quand vous surfez sur le net qui sont prélevées. Maintenant, on peut éviter ça. Par exemple, nous, dans une de mes sociétés, on fabrique une application qui permet de passer inaperçu sur le net, par exemple. Éviter les cookies, éviter qu'on prélève des informations sur vous. Alors, il y a aussi... Incognito. Il y a aussi le fait que si nous prenons l'échelle de notre gouvernement ou par exemple de notre armée qui utilise des téléphones portables avec des puces d'opérateurs qui ne sont pas des opérateurs sénégalais, dont on ignore en grande partie où est-ce que les données sont stockées et qu'est-ce qu'on en fait, il est important pour notre armée, pour nos services de renseignement, pour nos services secrets et pour le gouvernement de pouvoir avoir des applications qui leur permettent justement de sécuriser leurs informations, les informations qui sont échangées. Parce qu'il serait inadmissible qu'un général de l'armée à une certaine heure parle à un colonel qui se trouve à la zone 2, par exemple, ou qui se trouve en opération, et que cette information-là passe par un opérateur téléphonique dont nous n'avons aucune maîtrise, sur laquelle nous n'avons, du moins sur un opérateur économique, téléphonique sur lequel nous n'avons aucune maîtrise. Donc, vous voyez, il y a énormément d'enjeux sur ces questions-là. Et effectivement, l'information, en fait, les données, c'est une marchandise et ça coûte cher. Ça coûte cher non seulement de les stocker, ça coûte cher de les traiter. Tout ce qui ne coûte pas cher dans les données, c'est de les générer. Parce qu'on les génère tout le temps. Maintenant, les analyser, les trier, les organiser, les transformer en outils de prise de décision, ça coûte excessivement cher. Alors, une donnée, ça peut être donc un produit marchand, mais quelqu'un qui se pénètre de cette idée peut maintenant s'organiser pour avoir maintenant ces données et les mettre sur le marché, parce qu'il faut organiser un marché des données. Oui, le marché des données existe déjà. Le marché des données existe déjà. Vous savez, il y a des choses qui sont pour nous des choses acquises, des choses très simples, et qui sont pour d'autres personnes des informations. Alors moi, je suis un peu peut-être cette question parce qu'elle est extrêmement importante dans le cadre de mes recherches. Quand on regarde aujourd'hui les grands systèmes, les grandes plateformes, n'est-ce pas, digitales, elles connaissent les habitudes de consommation des Africains. Elles connaissent un peu peut-être le goût des Africains pour un certain type de produits. Elles connaissent également peut-être les revenus même des gens, vu la fréquence de ces Africains sur les surfaces commerciales, sur les supermarchés. Elles connaissent même les tendances lourdes, n'est-ce pas, d'un pays, d'une région et peut-être même du continent africain de façon générale. Donc, à la lumière donc, du stock de ces données, elles arrivent par le mécanisme justement de l'algorithme à mieux inscrire justement cela dans la durée et peut-être faire des calculs et des projections qui permettent sans doute aux grandes sociétés, aux grandes multinationales de se dire tiens, c'est le moment de débarquer en Afrique. Oui, mais vous savez, l'Afrique a tout à gagner. Parce que l'Afrique ou bien tout à perdre. L'Afrique a tout à gagner d'abord. Parce que l'Afrique peut prendre des raccourcis. Nous n'avons pas besoin d'expérimenter ce qui a été déjà expérimenté par les autres et qui marche. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que l'Afrique a tout à perdre aussi. Pourquoi l'Afrique a tout à perdre? Parce que si l'Afrique ne prend pas la mesure, je dis bien, des enjeux du XXIe siècle et du futur, l'Afrique est exposée et sera laissée en rade. Tout à fait. Donc, les autres, effectivement, comme vous le dites, ils prélèvent des informations sur nous, mais avons-nous les moyens de prélever des informations sur eux? Une question, je vous la retourne. Est-ce que nous sommes pleinement conscients que la démocratie n'est que la continuation de la guerre? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous ne devons pas, il n'y a pas de pays ami
Effectivement, il y a des pays qui participent à notre économie, qui soi-disant nous aident, mais en réalité, on n'est pas amis. Sûrement. Chacun gère ses intérêts. Ouais. Et est-ce que nous donnons les moyens aujourd'hui de pouvoir dire nous allons avoir une approche stratégique, mais offensive avec la France, ou alors nous allons avoir une approche stratégique offensive avec n'importe quel autre pays. Je pense que nous n'en sommes pas encore là, sinon ça se saurait ou ça se verrait. Mais on ne le voit pas. Est-ce que nous sommes aujourd'hui dociles? Nous acceptons de tout recevoir et nous acceptons d'être une proie pour les autres, ou est-ce qu'aujourd'hui nous devrions être plutôt les chasseurs? Prenons peut-être le récent volcan qui vient de s'ébouillonner justement en RDC, à Goma. À Goma, mais il semble que aucune information n'arrivait depuis plus de 7 mois. Est-ce que ça c'est concevable? Oui, mais en fait, tout cela dépend de la responsabilité de l'État. La responsabilité de l'État. L'État n'a plus alloué peut-être un budget à... Peut-être que l'État n'a pas alloué de budget, peut-être que l'État, et j'ose même pas penser que l'État n'a pas de vulcanologue par exemple. Normalement, il devrait être au courant 24 heures auparavant, ou par 72 exemple, heures même à l'avance. ou 72 heures à l'avance, au bas mot 24 heures. Donc, est-ce que l'État a des vulcanologues? Je pense bien que oui, qu'il doit y en avoir en RDC. Est-ce qu'ils avaient les instruments de mesure qui leur permettaient de prévoir ça? Parce que ça s'est passé en 2002 aussi. Oui, tout à fait. Il y a eu beaucoup plus de morts que cette année. Vous voyez, donc est-ce que ce sont des choses, est-ce que ce sont des priorités pour nos États? C'est ça la bonne question. La question n'est pas de savoir si nos gouvernants sont capables de faire certaines choses, parce que le matériel, ça s'achète et nous avons l'argent. Il faut qu'on arrête de dire qu'on n'a pas l'argent. Nous avons l'argent. Nous pouvons trouver l'argent. Mais est-ce que c'est une priorité? Est-ce que les données sont une priorité? Est-ce que la sécurité est une priorité? Est-ce que l'environnement est une priorité? Dans un pays où on pêche à donner à boire, à donner de l'eau potable à ces populations. Dans un pays où la pauvreté est à un seuil critique. Est-ce que l'environnement est une priorité? Donc voilà un ensemble de questions qui ne nous permettent pas aujourd'hui de dire, écoutez, le gouvernement de la RDC a été léger, etc. Je dis tout simplement qu'il y a eu un manque de responsabilité par rapport à certaines choses. S'il y a un danger imminent, le rôle de l'État, c'est de protéger sa population. En fait, petite cause, grands effets, parce que ce qui s'est passé à Goma est inadmissible. Aujourd'hui, toute la population, qui s'élève à plus de 900 000 âmes, est privée d'eau. On a dit à tout le monde, attention, parce que peut-être il y a des résidus, disons, de l'éclosion effectivement de ce volcan-là qui peuvent se retrouver justement sur les surfaces océanes. Donc, ne consommez pas cette eau. Et en lieu et place, il n'y a pas une autre eau que les populations peuvent consommer. Donc, elles sont dans un désarroi. Dans un désarroi et dans un univers clos. Mais vous savez, ce n'est pas parce qu'un pays est développé qu'il ne peut pas se retrouver bien sûr, dans cette situation. Tout à fait. Donc, par exemple, à Hawaï, il y a des effusions tout le temps, donc ils peuvent aussi se retrouver dans cette situation. On a vu ce qui s'est passé avec Katrina en 2004, en Louisiane et en Nouvelle-Orléans. On a vu les inondations en France il y a quelques années, etc., etc. Ce n'est pas parce qu'un pays est développé, mais ce qui est important, c'est pas parce qu'un pays est développé qu'il ne fait pas face à des catastrophes naturelles, mais ce qui est important, c'est la réaction. C'est la mise en place de dispositifs qui permettent de réagir et de prendre les choses en charge. Bon à mal an, en Afrique, il y a des pays qui y arrivent. Nous avons eu le plan Djahaï, par exemple, au Sénégal lors des inondations de 2005, etc. etc. Donc, on n'est pas à l'abri de catastrophes naturelles, mais ce qui est important, c'est de mettre en place en amont les dispositifs de réaction. C'est-à-dire que nous devons maintenant être dans l'anticipation. Mais gouverner, c'est anticiper, c'est prévoir, c'est être dans la prospective. Ici, on est beaucoup dans la perspective. Mais il faut être dans la prospective. Tout à fait. Il faut savoir où est-ce qu'on va, quand est-ce qu'on va y arriver, et quand on y arrivera, qu'est-ce qui risque de se passer. Et c'est à partir de là qu'on prend des décisions. Alors, revenons maintenant à notre sujet complexe, les systèmes complexes, mais la jeunesse. On la sent, elle bouillonne d'idées, elle bouillonne de passion pour peut-être être maintenant dans l'activité. Et on la voit contester tout, y compris peut-être même sa propre existence.
parce qu'elle elle prend les pirogues, elle traverse les océans, elle se dit que bon, elle ne peut pas rester justement inactive. En fait, cette jeunesse-là, comment aujourd'hui la comprendre et ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui offrir qui viendrait sans doute des systèmes complexes? Mais déjà, la jeunesse est complexe. Vous le dites si simplement, tout le monde le dit si simplement. La jeunesse, la jeunesse. Oui, c'est l'avenir, oui. Mais la jeunesse, c'est quoi? Quelle est notre jeunesse? Et je pense que c'est des questions que j'ai déjà posées sur un de vos plateaux ici, oui, à ITV, en disant, mais vous parlez de la jeunesse, mais la jeunesse n'est pas homogène. Qui est jeune? C'est une réalité fuyante. Oui, mais elle n'est pas homogène. Elle n'est pas homogène. Et elle n'a pas les mêmes aspirations. C'est bon. Elle n'a pas les mêmes attentes. Elle n'a pas les mêmes besoins. Et tout ça, ça doit être connu. Mais ça doit être connu et à l'échelle du quartier. Je ne parle même pas à l'échelle de la commune, je parle à l'échelle du quartier. Quelle est aujourd'hui l'aspiration du jeune de Santhiaba à Louga, par exemple? Oui, bonne question. Est-ce que ce sont les mêmes aspirations que le jeune de Wakam? Bien. Si on ne pose pas ces questions, qui sont des questions préalables, et nous avons non seulement les outils, mais nous avons les ressources humaines pour aller chercher ces informations-là. Tant qu'on ne saura pas, on ne pourra pas régler le problème de la jeunesse. Nous avons fait, le président de la République a fait récemment un conseil présidentiel sur l'emploi et l'insertion des jeunes. De quel jeune parle-t-on? Est-ce qu'on parle de celui dont le rêve n'est que de quitter le pays? Ou est-ce qu'on parle de celui dont le rêve n'est que de s'accomplir au pays? De quel jeune parle-t-on? Est-ce qu'on parle de celui qui est à l'université? Ou est-ce qu'on parle de celui qui n'a jamais été à l'école? Est-ce qu'on parle de celui qui a un métier? Ou est-ce qu'on parle de celui qui a cartouché à l'université et qui n'a pas de métier, mais qui a quand même un niveau de formation intellectuelle? C'est-à-dire qu'il peut lire, écrire, accomplir des opérations mathématiques d'une certaine envergure, etc. De qui on parle? En fait, vous voulez, disons, un processus par lequel on acquiert des connaissances de précision concernant donc cette totalité de jeunesse. Oui, vous savez d'abord, la première chose, on ne peut être précis à 100%. C'est ça. On peut avoir des tendances. On ne peut être précis à 100%. Mais on peut au moins savoir quelle est, si vous demandez aujourd'hui au ministre de la Jeunesse, quelle est l'aspiration du jeune Sénégalais, est-ce qu'il vous répondra? Elle, par exemple, parce que c'est une femme, est-ce qu'elle répondra? Oui. Quelle est l'aspiration du jeune de Pikine? Préalablement à combien de jeunes ont un métier au Sénégal? Oui. Combien de jeunes ont une formation capacitante au Sénégal? Combien de jeunes ont un niveau d'études? Parce que ces données existent, mais on ne les utilise pas. Parce que moi, les données que j'utilise pour travailler, c'est les données de l'ANSD. Je ne vais pas chercher plus loin. N'est-ce pas? C'est leur métier. Okay. Et ils publient tous les mois. Tous les trimestres, ils publient. Et c'est fiable. Et c'est fiable. Très bien. C'est fiable. Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le président de la République se rend compte qu'il va donner de l'argent à 10 millions de Sénégalais qui n'ont aucune formation, qui n'ont ni été à l'école, qui n'ont ni appris un métier, qui ne savent ni lire, ni écrire et qui n'ont même pas été à l'école coranique. Ce sont les chiffres, ce n'est pas moi qui les invente. Il y a 10 millions de Sénégalais qui ne savent ni lire, ni écrire, qui n'ont pas de métier, qui n'ont pas été à l'école coranique, ni à l'école française. Mais je pense qu'au conseil présidentiel, un conseil a été donné au président de ne pas donner du liquide aux jeunes. Parce que c'est à la limite mettre à leur disposition de l'argent qu'ils croiraient être effectivement leur propre bien. Si bien que quand des urgences se posent à eux, ils sont obligés effectivement de puiser dans cet argent parce que ne sachant pas si c'est un prêt bonifié, si c'est un don ou bien c'est une acquisition définitive. Ça n'a jamais marché et l'histoire du Sénégal a montré que ça n'a jamais marché. Quand l'État met de l'argent quelque part, ça ne marchera jamais. Oui. Quand l'État donne de l'argent aux populations, ça ne marche jamais. Les gens prennent, ne remboursent pas. Ou alors ils ne le prennent pas au sérieux, ou alors ils ne se sentent pas l'obligation de rembourser, de travailler. En fond culturel, on se dit que c'est l'argent du... Nous avons été habitués au socialisme pendant fort longtemps. Et nous pensons que
l'État doit nous donner notre rôti dans le bec. Oui, gratuitement. Gratuitement. Ça, c'est une mentalité qu'il va falloir changer. D'un autre côté, il faut que les gouvernants arrêtent aussi d'avoir des discours simplistes. Genre, nous allons régler le problème de l'emploi. C'est faux. Aucun pays au monde ne peut régler le problème de l'emploi parce que la problématique de l'emploi est dynamique. Elle est inhérente à l'évolution d'un pays. On ne peut pas, il n'y a aucun pays qui te dit aujourd'hui, je n'ai pas de chômeurs. Tout le monde s'occupe dans mon pays. Ça n'existe pas. La question de l'emploi, elle se manage. Elle se gère. Et on fait en sorte qu'il n'y ait pas un grand impact sur l'économie nationale. Qu'il n'y ait pas un impact sur le vécu du citoyen. Surtout un impact négatif. Et c'est cette gestion-là qui est mauvaise au Sénégal. Mais au Sénégal, on a l'impression peut-être qu'il y a beaucoup de structures justement qui s'occupent de l'encadrement de la jeunesse. Oui, j'ai entendu dire, et ça je l'ai entendu de la bouche d'un ancien, je ne me rappelle plus de son nom, c'est M. Diop, je pense, de la bouche d'un ancien directeur de l'emploi qui me disait qu'au Sénégal, il y a 250 structures qui interviennent sur l'emploi. 250 structures il y en a beaucoup quand même. Sur le territoire national Ça devrait résorber qui interviennent sur l'emploi, alors qu'on n'arrive pas à manager. Parce que je ne dis pas qu'on n'arrive pas à régler le problème de l'emploi des jeunes, mais on n'arrive pas à gérer le problème de l'emploi des jeunes. Je pense qu'il est important aujourd'hui qu'on se rende compte. Et on le dit très bien en Wolof, lo doonul talibem do doon sëriñam. Il faut que nous nangu nekk talibé. Il faut qu'on accepte ça. Vous m'avez dit vous vous adressez là aux jeunes. Oui, je m'adresse aux jeunes. Il faut qu'on accepte cela. Parce que si on ne fait rien de sa vie, si on n'étudie rien, on ne pourra rien accomplir. Est-ce qu'on peut cerner l'impatience de la jeunesse africaine de façon générale? Ils sont impatients parce qu'ils veulent tout de suite avoir un job, salaire bien payé, un job bien payé, un salaire de niveau, et puis ensuite peut-être toute l'acquisition justement qui fait un standing. Oui, mais alors là, c'est de la faute de nos gouvernants. Pourquoi? Parce que nos gouvernants n'ont pas su gérer l'éducation. D'accord. On n'a pas su gérer notre éducation. Pourquoi? Parce que l'école aujourd'hui, on va à l'école pour être un commis de l'administration coloniale, alors que l'administration coloniale n'est plus là. C'est ça. Parce que le programme d'éducation et de formation de notre école, par exemple, prenons le cas de l'école sénégalaise, parce que l'Afrique c'est énorme. Prenons le cas de l'école sénégalaise. On passe énormément de temps à l'école. Et en fin de compte, quand on est à la licence, par exemple, qu'est-ce qu'on sait faire? Pas grand-chose avec ses mains. On ne sait que réciter des leçons. Parler de grandes théories. On peut refaire l'histoire des idées, par exemple. Mais on ne sait rien faire. Parce que l'administration coloniale avait besoin de ça. Mais après la parenthèse coloniale, est-ce que nous nous sommes demandé de quoi avions-nous besoin? De quoi le Sénégal a besoin? Qu'est-ce que le Sénégal a en termes de ressources? Parce que c'est ça qui fait l'économie. À titre de comparaison, vous vivez à Londres. Est-ce que le jeune anglais qui est étudiant dégage le même profil qu'un étudiant sénégalais? Il y a à peu près 30% des Anglais qui vont à l'université. Parce 70%? qu'ils ont des formations capacitantes. D'accord. Ils acquièrent quelque chose comme... voilà. Oui, l'université, c'est une affaire d'élite. Et moi, j'ai toujours pensé ça. Oui. Je suis élitiste et ça, je le réclame. Mais l'université est une affaire d'élite. C'est pas tout le monde. Tout le monde ne peut pas aller à l'université et tout le monde ne peut pas réussir à l'université. Et je pense que nous avons l'expérience avec les chiffres au Sénégal. On se rend compte que parmi tous ceux qui vont à l'université, il y en a très peu qui arrivent au doctorat, par exemple. Vous voyez? Donc, au lieu de repenser tout ce système-là, on a dit non, on va permettre à une plus grande personne, à une plus grande, comment on va dire, à un plus grand nombre d'accéder au diplôme. Donc, on va réformer, on va faire Master 1, Master 2, etc., etc. Là, on est en train d'entrer dans la médiocrité. L'université est une affaire d'élite, il faut qu'on soit d'accord là-dessus. Tout le monde ne peut pas être avocat, tout le monde ne peut pas être docteur, tout le monde ne peut pas être pharmacien, etc. etc. Donc c'est en amont qu'on doit peut-être faire des sélections justement pour l'entrée à l'université. Oui, mais qu'est-ce que nous avons?
Je vous pose la question aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons en termes de ressources? Nous avons des ressources minières. Nous avons le phosphate, nous avons les zircons, nous avons l'or, nous avons des minerais, nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons 720 km de côte sur l'océan, un des océans les plus poissonneux au monde, nous avons 1700 km de fleuves, etc., etc. Alors, nous avons la terre, nous avons l'eau, nous avons le soleil. Que devons-nous faire, à votre avis? Oui, organiser. Est-ce que nous allons mettre 4000 étudiants en fac de droit tous les ans? Est-ce que nous allons mettre 6000 étudiants en fac de lettres tous les ans? Parce que aussi bien le droit que la lettre ne travaillent pas toutes ces ressources dont nous avons, que nous venons de citer. Qu'allons-nous faire? C'est ça la bonne question. Tout à fait. Que devons-nous faire pour exploiter nos ressources? Ou alors, est-ce qu'on les met tous à l'université et on laisse les étrangers nous apporter leur expérience, leur capacité, leur professionnalisme pour venir exploiter nos ressources? Parce que si aujourd'hui on dit nous ne voulons pas de la France, ok, que la France parte. Qui va exploiter les ressources? Merci. Parce que nous n'avons pas les capacités, ou en tout cas nous n'en avons pas assez formés. Alors, à elle seule, l'université est un sujet complexe, un système complexe même, devrais-je dire. Ça mérite peut-être une réflexion sur uniquement l'université pour regarder maintenant comment rationaliser l'université pour qu'elle reste performante. Oui, on ne peut pas penser l'université sans pour autant penser, parce que l'université est un maillon dans une chaîne globale d'éducation. Parce que l'éducation est une obligation de l'État en tant qu'elle participe à la formation du jeune Sénégalais. La question, c'est comment devons-nous former le jeune Sénégalais pour qu'il soit utile à son pays? Parce que c'est la grande question. Comment devons-nous transformer le jeune Sénégalais en force de travail pour pouvoir alimenter notre économie? C'est ça la grande question. Comment pouvez-vous expliquer que depuis les indépendances, par exemple, nous n'avons pas pensé à faire un lycée agricole dans toutes les régions du Sénégal, par exemple? Voilà. Avec Pierre Amath, c'est une grosse passion, mais c'est sûr que ce n'était qu'un petit exemple d'entretien avec ce sujet très intéressant qui vit à Londres, mais qui a également aussi son pied à terre ici à Dakar. Il sillonne le continent à la recherche justement des sujets complexes pour les simplifier. Eh bien, Ahmed, Pierre, merci beaucoup. Ben, merci à vous. Plaisir. Ce fut un plaisir.